Malgré la très longue énumération de symboles et de clés symboliques, il faut comprendre que la richesse des mythologies est telle qu'il est impossible d'en faire un tour exhaustif. En se penchant un peu sur les séries d'attaques sur des animaux, notamment de ferme, les constantes nous renvoient donc sur quelques dieux, et c'est ça qui va nous intéresser, sachant que dans les panthéons, du moins gréco-romains, on peut compter des centaines de dieux, si ce n'est pas des milliers. Dès le début, on a une piste qui nous oriente vers les mystères d'Éleusis, vers Déméter, vers Dionysos, vers Hécate. On pourra également constater un passage de la mythologie grecque à la mythologie romaine. On retrouvera donc passablement les mêmes divinités sous d'autres noms, mais on retrouvera surtout certains concepts. Donc ce principe de triade divine, on le retrouve comme un miroir dans la vie publique avec ce qu'on a appelé la triade capitoline, donc du Capitole, et la triade pré-capitoline. C'est plutôt celle-ci qui va nous intéresser dans un premier temps, chronologiquement. Regroupe Jupiter, Mars et le dieu Quirinus. Quirinus, c'était un dieu lié à la nature, dans le sens de la nature sauvage, versus Mars, qui lui était lié à la nature maîtrisée. Quirinus petit à petit s'est dilué et on trouve ensuite d'autres figures qui lui ressemblent et qui l'ont substitué, on va dire, dans la préférence de l'adoration populaire, notamment avec le dieu Bacchus, c'est-à-dire Dionysos. Plus tard, cette triade s'est transformée en maintenant Jupiter, mais en passant sur un aspect plus féminin avec Junon et Minerve. Alors qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que le dieu Mars, dieu de la guerre, lui-même se scinde en deux faces. La guerre brutale, offensive, et la guerre stratégique. Et c'est cette face-là qu'on retrouve dans Minerve, c'est-à-dire Athéna. Donc Minerve, concrètement, elle a des spécificités romaines. Athéna a des spécificités grecques. Donc ce qu'il va falloir essayer de chercher, ce sont les points de concordance. Mais on peut déjà se maintenir sur cette ambivalence, cette polarité des deux faces du dieu de la guerre. En quelque sorte, les jeux de miroir qu'on va trouver entre la triade mythologique du Panthéon et la triade publique. On a énuméré quelques dieux qui semblent être centraux, et si on en fait le parcours historique, on les retrouve. Donc ça fait déjà un point commun. Cette réflexion à 3 niveaux, elle va orienter l'observation du tableau d'ensemble des attaques. De cette manière, on va pouvoir réfléchir aux attaques elles-mêmes. Où est ce découpage en 3 niveaux? Est-ce qu'il s'y trouve déjà? Et de quelle façon? Encore une fois, la difficulté, c'est d'arriver à faire le tri dans la masse d'informations, dans le labyrinthe. La logique, elle est de chercher un point de départ, au moins un. C'est au minimum orienter une réflexion construite. Peu importe après de savoir dans quelle mesure on se trompe, où est le vrai point de départ, si tant est qu'il y en ait un. Mais au moins, ça donne un premier axe de recherche. Le premier point d'accroche sur lequel on peut s'arrêter, c'est la série anglaise. Cette série, elle a un contexte. Il est à relier à d'autres événements précédant la série. Le problème de se donner un point de départ, c'est d'essayer de comprendre où est le point de départ. Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est en Allemagne, en Angleterre? Donc on cherche un petit peu la logique, on cherche nécessairement du rationnel, du moins qui corresponde à notre grille de lecture, à notre connaissance des choses. Si on n'a pas les références, on ne peut pas comprendre. Donc on va forcément interpréter et ça va créer des biais de confirmation. Donc si on cherche à relier des attaques entre elles, il faut essayer de comprendre le contexte de chaque attaque. Et là encore, ça donne de nouveaux éléments de réflexion. La contextualisation de ces attaques, elle élargit le spectre de recherche des événements. Et quand on voit qu'il y a des événements concordants aux attaques qui eux-mêmes se répètent, on se dit il y a quelque chose. Donc là, effectivement, il faut évacuer le biais de confirmation, mais c'est à ça qu'on va s'attacher, à essayer de démontrer où sont les possibles fils d'Ariane d'une série à l'autre, et notamment de contexte à l'autre. Déjà, dans un premier rapport ésotérique au monde, ce qui m'a frappé dans ces attaques, c'était l'aspect rituel. Alors, une fois évacué la mythologie judéo-chrétienne, on constate qu'il n'y a pas de satanisme derrière, du moins pas affiché, pas revendiqué, et qu'il y a forcément quelque chose d'autre. Parce que cette sensation, cette impression, elle est parfaitement cartésienne, dans le sens où il y a une part inconsciente qui se met en place, et il y a quelque chose qui échappe à notre rationalité. Mais cette petite voix insistante, elle te dit, écoute, par rapport à tout ce que tu connais, ça tu l'as déjà vu. Donc en cherchant un petit peu sur l'affaire de la série anglaise, on tombe sur une histoire qui est assez étonnante. Et c'est l'histoire dite de Clapham Hood, le bois de Clapham. Au début des années 80, dans cette forêt, on trouve une histoire vraiment particulière, avec un assemblage, un empilement d'événements qui font de cette histoire une véritable légende urbaine, au sens trivial de la chose. On y trouve des affaires de meurtre, on y trouve des affaires de disparition, notamment de chevaux, on y trouve des histoires d'extraterrestres, du moins d'ovnis, d'objets volants non identifiés, et on y trouve une affaire de rituels. Et là, on a un autre mélange, c'est-à-dire que ces rituels sont
censés être dédiés à Hécat et ils sont taxés de satanisme. En fait, on voit tout de suite des choses qui ressemblent très fort à ce qu'on a déjà observé en étudiant les clés symboliques. Un labyrinthe, il est à la fois induit par rapport à la mythologie des lieux, parce que c'est un lieu riche en histoire. Il est utilisé parce qu'effectivement des phénomènes qui se produisent là-bas et l'ensemble, si on ne met pas de corrélation entre eux, c'est des faits très distincts, mais chacun de ces faits est très particulier. On a des meurtres, on a des observations d'objets volants, et on a des suspicions de rituels dits sataniques. Et il est créé dans le sens où on a un auteur, un enquêteur du moins, qui arrive là-bas et qui met tous ces événements en lien. Il en fait une histoire globale. C'est-à-dire que lui, il va non seulement révéler des histoires de disparition d'animaux, notamment des chiens, mais il va les taxer de satanisme. Donc ça, c'est sa culture personnelle, en fait, qui veut ça. Et ensuite, il est allé chercher à relier le pourquoi on a découvert des morts, dont certaines sont inexpliquées, du moins c'est des cold cases, quoi. Et pourquoi on observe des ovnis. Et donc, il a essayé de mettre tout ça en lien. Donc là, on a un labyrinthe à 3 niveaux. Il est induit par rapport à l'histoire précédente, à ce qui s'est produit dans l'histoire déjà sur ces lieux, qui est un lieu chargé. Il est utilisé et il est créé. Et là, si on a un peu lu les articles ou qu'on a regardé des documentaires, ça fait tilt tout de suite avec la série américaine, qui elle commence une vingtaine d'années plus tôt. Parce que là, c'est pareil, on y retrouve le même principe, sans parler forcément des mêmes éléments, mais le même principe. Là, on trouve une répétition autour des phénomènes ovnis. Et en fait, derrière, il y a la mythologie américaine qui se met en place. Alors, on parle du gouvernement caché, on parle des hélicoptères noirs, on parle de tout un tas de choses. La série de cas d'attaques sur des animaux devient une légende urbaine, qui perdure encore apparemment jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on trouve encore des cas au XXIe siècle. Ce qu'il faut retenir, c'est ce principe de création du labyrinthe. Donc ce labyrinthe, c'est la création de la légende. Le légendaire, c'est ce qui mérite d'être raconté. Ça induit un principe de transmission, de lien à travers le temps entre les choses. Les historiens en mythologie comparée font face à un dilemme universitaire pour arriver à prendre en compte le folklore en tant que trace historique. L'historien classique s'appuie sur des sources écrites, des choses concrètes, tangibles, mais il y a une nouvelle branche, on va dire, de la mythologie comparée qui émerge, c'est celle de considérer que la tradition orale a une valeur. Si on considère que la transmission orale a préexisté sur des milliers d'années, il faut imaginer qu'il y a une véritable recherche technique pour que l'information, malgré le temps, circule. Ça, c'est un des mystères initiatiques qu'on retrouve dans les écoles à mystères. On explique aux initiés comment transmettre la tradition. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les griots, c'est quelque chose qu'on avait chez les druides, c'est quelque chose qu'on avait probablement chez les poètes grecs avant Homère. Il y a une réelle constance de la volonté de transmission, et c'est ce qu'a fait le papier, l'écrit, et c'est ce qui a fait des écrits, des textes sacrés. La Bible, concrètement, c'est un amalgame de transmission orale, de la même manière que l'Iliade et l'Odyssée de Homère. C'est des poèmes, des textes, des histoires qui ont été compilés. Toutes ces histoires étaient la culture commune précédant le livre. Donc la légende, c'est ce qui mérite d'être raconté. Il faut nécessairement que la légende soit alimentée de génération en génération pour percuter l'esprit du temps. Toutes les 2 ou 3 générations, il y a une perte d'information. Donc mettre en place des stratégies de transmission de la tradition fait partie d'un système initiatique au sein d'une caste qui a pour vocation cette transmission. Ça va être les poètes, les troubadours, ça va être par extension les religieux, les prêtres, les politiciens d'une certaine manière, puisqu'ils sont censés transmettre les valeurs d'un pays, enfin du moins d'un territoire. Et c'est ce qui fabrique l'âme d'une nation, c'est ce qui fabrique la culture, l'identité culturelle, etc. On en arrive à tuer au nom de cette identité culturelle, mais le vrai problème après, c'est la diffusion de cette information, à quoi elle sert, à qui elle sert, etc. Donc il y a vraiment une connaissance de la manipulation de l'information qui date de bien avant l'histoire. Donc cette création de l'information, créer ce contexte mythologique, créer ce contexte historique, ça permet en fait de transmettre une tradition. Alors en quoi est-ce que ça nous intéresse par rapport aux attaques animales? C'est qu'avec la série française 2020, on retrouve exactement le même fonctionnement. Dès les premières suspicions d'une série, on a vu fleurir un ensemble d'hypothèses. On trouve des groupuscules identitaires X ou Y, des rites sataniques, des pervers sexuels. On trouve la notion d'un grand complot, on trouve la notion d'un état caché, etc. Ça reprend les thématiques des séries précédentes, en évacuant ce coup-ci les ovnis. Mais par contre, on met en place des drones. Et effectivement, en Bretagne, même dans d'autres endroits, mais plus précisément en Bretagne, il y a toute une mythologie qui est en train de s'inscrire autour du phénomène des ovnis, via les drones. C'est-à-dire que la volonté, vraiment, c'est d'impacter la conscience populaire. Dans les années 60, la mythologie ovni, elle était très prégnante. Elle perdure aujourd'hui chez un groupe d'ufologues, vraiment, qui sont acquis à cette cause. Mais en France, on est cartésien et les ovnis, on n'y croit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
on met en place un autre légendaire. Le principe de superposition, d'empilement, de création du labyrinthe reste le même. Et ça, c'est un premier fil d'Ariane. Parce que qu'est-ce qu'on constate à la sortie? On constate qu'il y a un voile qui est jeté sur l'ensemble de ces actions. On n'arrive plus à discerner la réalité et on discerne une autre réalité qui, elle, est fabriquée.